J'ai à mes côtés deux spécialistes. Jean-Paul Ebanga, qui est le président directeur général de CFMI, CFM International, donc la société conjointe GE Safran qui fabrique et qui vend surtout le moteur CFM 56 et bientôt le LEAP. Et puis Emmanuel Viellard, qui est vice-président du groupe LISI et président aussi de LISI Aerospace, sa branche aérospatiale, qui est donc un fournisseur de premier rang de beaucoup d'avionneurs en fixation et différentes pièces pour les moteurs. Voilà. Donc écoutez, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Paul Ebanga, qui va nous parler un peu de la façon dont vous, chez CFMI, société internationale par essence même, vous voyez cette nécessité d'être mondialisé et quels défis ça pose pour vos propres sous-traitants. Oui, quelques mots déjà sur CFM. Comme vous l'avez dit, CFM est donc une joint venture entre Safran, Snecma et puis General Electric, qui a 41 ans d'existence et qui a débuté justement avec la mise sur le marché du CFM 56, qui équipe une grande partie des avions monocouloirs dans le monde actuellement. Si vous prenez un monocouloir au départ de Charles de Gaulle, vous avez 80% de chances de voler avec des moteurs CFM 56. Donc CFM 56 aujourd'hui, c'est 39 000 moteurs, 39 000 commandes de moteurs, 28 000 moteurs déjà livrés, 11 000 qui restent à livrer. C'est plus de 550 clients de par le monde. Et après le CFM 56 dont on vient de parler, on a actuellement en courte finale avant l'entrée en service notre nouvelle famille de moteurs qui s'appelle le LEAP, dont on a déjà vendu à peu près 9000 exemplaires. C'est le plus fort démarrage commercial de toute l'histoire des moteurs d'avion. Et donc, pour supporter tout ça, on a effectivement une supply chain mondiale avec non seulement beaucoup d'usines des compagnies mères de CFM, c'est-à-dire beaucoup d'usines de Snecma et de General Electric, mais aussi énormément d'usines de la part de tous les fournisseurs qui contribuent au succès de ces programmes. Concernant la nécessité de l'international, ça c'est comme vous le soulignez, l'international c'est dans nos gènes et c'est aussi une nécessité pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faut profiter de tous les talents et les talents sont répartis uniformément sur tous les continents. S'internationaliser, ça veut dire aussi se rapprocher de nos clients. Et puis, par rapport aux défis d'aujourd'hui et de demain, à savoir une montée en production extrêmement importante, on est bien aujourd'hui content d'avoir dans notre supply chain des fournisseurs aussi bien en Europe, dans les Amériques qu'en Asie, parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire face aux défis des quantités à venir. Environ combien d'entreprises dans votre supply chain ? Pour donner un ordre de grandeur, rien que, alors on va parler de deux cercles. Sur le cercle composé des usines de GE et de Snecma, on parle d'environ une centaine d'usines. Et lorsqu'on prend le deuxième cercle avec nos fournisseurs, c'est plusieurs centaines d'usines, sachant qu'eux-mêmes peuvent avoir des fournisseurs. Et donc là, on est sur des chiffres qui sont en croissance exponentielle. Et justement, pour revenir au défi, c'est que sur un programme comme le LEAP, qui va monter en cadence extrêmement rapidement, pour situer les choses, on va faire plus 40% tous les trimestres pendant 4 trimestres d'affilée. Pour être capable de faire ce genre de montée en cadence, il ne faut pas seulement que les usines Snecma et GE soient performantes, mais il faut que l'ensemble des usines qui contribuent à notre supply chain le soient aussi.
Et donc c'est un défi non seulement interne, mais aussi externe. Très bien, merci. Emmanuel Viellard, alors vous êtes fournisseur justement, notamment de CFM, mais aussi d'autres, j'imagine, d'autres entreprises. Quels sont pour vous les défis principaux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui et demain? Alors, je vais en profiter également pour présenter l'Easy Aerospace. Oui, allez-y, bien sûr. On ne va pas se priver. Donc, nous sommes un spécialiste de la fabrication des fixations, ainsi que de composants de structure et composants moteurs. En fait, on fait tout ce qui est complexe, avionnable, et qui intervient sur la ligne d'assemblage. Donc c'est assez large. À chaque fois, ce sont des spécialités. On essaye au maximum de trouver la différenciation avec un enchaînement de procédés assez complexes, à la fois de déformation et de finition, et donc d'usinage, avec une organisation totalement intégrée. Donc on a beaucoup de monde, puisqu'on a des procédés qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Et donc dans le groupe on est 11 000 et dont 8 500 dans la partie aéronautique. Donc vous voyez que effectivement c'est très intensif en termes de main d'œuvre. On y reviendra tout à l'heure sur les raisons de l'internationalisation. Ensuite on a la faculté de servir la supply chain par ce segment des parts and components. D'une manière transversale, on sert aussi bien des petits assembleurs que les clients finaux, l'aérostructure, les fabrications moteurs, les fabrications systèmes. Donc, si vous voulez, dans le monde, il n'y a pas un avion qui vole sans les produits Lisi, avec des équipementiers et à peu près 450 clients. Voilà, donc on a la faculté de pouvoir bien connaître l'ensemble de la supply chain et de servir en transversal tous les besoins. Alors, effectivement, il y a les grands avionneurs, les intégrateurs, les fabrications de moteurs sont des comptes très importants, mais il faut servir aussi bien ces comptes importants que les comptes les plus petits, sans quoi c'est l'ensemble de la supply chain qui se retrouve bloqué. Alors, je relèverai juste dans la description du paysage un point, Guillaume, si vous me le permettez, quand on dit la supply chain est fragile. Aujourd'hui, la supply chain... Fragile par ses maillons faibles, hein, pas par... Oui, mais il n'empêche que la supply chain aujourd'hui, elle a assuré le ramp-up. Et aujourd'hui, je pense qu'on va citer quelques chiffres, mais on a pu suivre l'intégralité des montées en cadence sans catastrophe, toujours en servant. Il n'y a pas eu d'arrêt de chaîne. Il y a eu certes quelques dégradations en termes d'OTD, etc. Chacun a pris ses précautions. Il y a un petit peu de stock dans la filière. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que la supply chain, elle est là, elle est solide et elle a servi la montée en cadence. Et ça, c'est un point important qu'il faut souligner. Et c'est pas simplement la supply chain française ni européenne, c'est la supply chain mondiale. Il y a de nouvelles capacités qui sont créées. Il y a une globalisation, effectivement, et il y a des concurrents qui émergent un peu partout. Et il y a des sociétés existantes qui ont beaucoup grandi. Donc, on a une supply chain aujourd'hui qui a permis d'assurer la montée en cadence et la capacité de pouvoir accompagner tous nos grands clients dans des montées en cadence et dans les nouveaux programmes. Et quand on dit les nouveaux programmes aujourd'hui sont terminés, c'est faux. On vous l'a cité, le programme LEAP, qui est un programme majeur, totalement stratégique pour l'ensemble de la filière, avec une exposition européenne très forte. Aujourd'hui, on est en plein dans la phase d'industrialisation. Et au même moment où on a des cadences les plus élevées sur la partie CFM 56. Vous avez entendu, donc il reste encore 11 000 CFM 56 à livrer. Il y a 9 000 comment 11 000, c'est deux combinés, LEAP et CFM 56. D'accord. Mais il n'empêche que, voilà, on a un pic au moment même où on doit faire des efforts de lancement. Et la création de la supply chain du LEAP, il faut la sortir dans un espace-temps extrêmement court, 24 à 36 mois, avec des taux d'augmentation de 40% par trimestre, alors même qu'on va servir le CFM 56 dans des très grandes quantités. Donc vous voyez qu'il y a des défis, mais là aujourd'hui, la supply chain, elle est capable de pouvoir assurer ces défis-là. Pour réduire les coûts, oui, allez-y Jean-Paul. Avant de parler de réduction de coûts, je ne sais pas si dans la salle il y a beaucoup d'entre vous qui travaillaient de près ou de loin sur les problématiques supply chain, mais moi mon avis sur la question c'est que
Souvent dans les médias, on parle des nouveaux produits, on parle des technos, on parle des programmes. Certaines revues spécialisées parlent bien sûr du monde industriel, mais si je prends le LIP par exemple, je pense que le défi, il est aussi important du côté, on va dire, design et technologie qu'il ne l'est du côté supply chain. Et je pense que pour réussir ce que l'on a devant nous, il faut vraiment les meilleurs talents de par le monde en termes de supply chain et de production pour être capable de résoudre le problème qui est posé. Justement, dans les années passées, pour réduire les coûts, l'un des drivers a été de réduire les stocks intermédiaires. Et là, vous en parliez justement, Emmanuel Viellard. Est-ce qu'on va être obligé de réaugmenter un petit peu les stocks dans la chaîne pour avoir une certaine marge de sécurité? Non, pas du tout. Vous allez voir, on va faire le débat sans Guillaume. Ça va se dérouler plus facilement. Pas du tout, parce que... c'est pas gentil ce que vous dites. Non, je ne voulais pas le vexer. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on a mis en place tous les systèmes et toutes les filières pour pouvoir faire progresser la supply chain, et notamment sans augmenter les stocks. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà des BFR extrêmement importants au niveau de la supply chain à porter, plus les coûts de développement, les coûts d'investissement. Vous voyez que financièrement, on ne s'en sort pas. Donc la boucle vertueuse, c'est de pouvoir faire face aux cadences en réduisant les stocks, et en réduisant notamment les stocks d'encours. Et aujourd'hui, on est engagé dans un grand programme, notamment en France, qui s'appelle Performance industrielle, qui vise justement à mettre en place le principe de lean manufacturing, donc à mettre en place une organisation beaucoup plus lean sur l'ensemble de la filière, justement pour pouvoir faire face à ces augmentations, et tout en ayant la capacité de pouvoir diminuer les encours et améliorer le taux de service. Ce n'est pas en augmentant les stocks intermédiaires qu'on va réussir la montée en cadence. D'accord. C'est clair. Je rajouterai une chose. Lorsqu'on regarde le ramp-up initial du LIP, en gros, la pente, elle n'est pas verticale, mais elle est quasi verticale. Donc on va devoir, en fait, le défi de la supply chain, c'est de passer de 0 moteur une année et 3 ans après d'être capable de produire plus de 2500 moteurs. Et donc pour ceux qui produisent par exemple X pièces pour le même moteur, vous avez des facteurs multiplicatifs énormes. Et donc, je veux dire, on ne peut pas, lorsqu'on est en train de gravir l'Alpe d'Huez, mettre en place une stratégie qui consiste à dire on va augmenter la pente, puisque s'il faut créer du stock supplémentaire, ça veut dire augmenter la pente, c'est tout simplement pas possible. Donc notre stratégie, c'est de répliquer finalement ce que d'autres industries savent faire, parce que quand Apple lance son nouvel iPhone, il est capable de faire des choses comme ça. Nous, on n'a jamais été confrontés jusqu'à présent à ce défi, mais c'est un peu par rapport à ça que l'on travaille. Et donc on travaille sur plusieurs choses. La première, c'est on a changé notre approche vis-à-vis des fournisseurs. Et par exemple, pour donner des exemples concrets, entre Snecma et GE, qui sur le CFM 56 géraient leurs fournisseurs de façon séparée, là c'est une approche commune, parce que finalement les fournisseurs ont une problématique commune. Ensuite, ils sont écartelés entre les différents donneurs d'ordre. Donc si les donneurs d'ordre sont en capacité d'aligner leurs demandes et de gérer finalement la relation avec les fournisseurs de façon plus cohérente, ça permet de donner de la flexibilité et une meilleure direction vis-à-vis des fournisseurs. Ce que l'on fait aussi, c'est que l'on a introduit des programmes on va dire, de maîtrise des processus, mais dans le sens robustness, c'est-à-dire qu'en gros, avant même qu'on ne passe en série, on veut être sûr que la supply chain, en termes de capacité et de capacité, sera capable de tenir le coup. Donc, par exemple, on a un programme que l'on appelle un programme qui consiste à faire pendant une courte période
à produire les quantités qui correspondent aux quantités de l'année d'après. Donc si, pour donner un titre d'exemple, si cette année on a 50 moteurs LEAP à sortir et que l'année prochaine on en a 100, ça revient à doubler les quantités. Donc pendant une courte période dès cette année, on va se mettre au rythme 100, ce qui va permettre justement de tester l'ensemble de la supply chain et d'identifier éventuellement des points de faiblesse qui nous permettra pendant les mois qui restent de corriger, de faire les indus complémentaires pour que lorsqu'on attaquera l'année d'après à cadence 100, que l'on soit sûr que l'ensemble de la supply chain soit capable de tenir la cadence. Ok. S'il y a des questions dans la salle, parce que ça doit être interactif, sentez-vous libre de poser ces questions. Je vous demande juste de vous identifier. Est-ce qu'on a un micro là? Oui. Non, mais c'est-à-dire que la salle n'entendra pas s'il n'y a pas de micro. Il vaut mieux. Voilà. Allô. Laurent Ferté, Ferté Conseil. Je m'interrogeais, vous avez parlé de la partie industrielle, mais dans la partie supply chain, je suppose qu'il y a une partie transport. Est-ce que vous pourriez évoquer ce trait dans la supply chain? C'est-à-dire comment ils transportent, quels sont les modes de transport privilégiés? Oui, alors là effectivement, il y a un des aspects de cette conférence qui est l'internationalisation. Donc on peut résoudre une partie de la problématique en étant proche de nos clients finaux. Donc aujourd'hui, on a certes des grands programmes à développer avec des enjeux financiers considérables, beaucoup plus qu'auparavant. Donc on a un facteur 10 à peu près entre les programmes qu'on a lancés il y a 20 ans et les programmes qu'on lance aujourd'hui, en termes d'intensité capitalistique. Et puis ensuite, on a des programmes qui sont beaucoup plus internationaux. Donc on a besoin d'être proche lorsque cela le justifie. Donc on a un arbitrage entre la spécialité des usines, si on y trouve un savoir-faire très particulier, et ensuite la capacité de pouvoir être proche de nos clients pour assurer les dépannages des délais courts et résoudre une problématique du coût de transport. Transport, effectivement, sur des pièces qui sont compactes, qui sont denses, on n'a aucun souci. On peut produire n'importe où dans le monde et expédier dans des délais courts. C'est pas un avantage. Sur des pièces avec beaucoup de volume, beaucoup de creux, etc. Là, effectivement, on a un vrai sujet. Et ce sujet-là, les transports introduisent un délai supplémentaire, un buffer supplémentaire, donc des stocks supplémentaires. Comme ça qu'on arrive à le résoudre. Autre question, monsieur? Oui, je voulais juste, Joël Glussmann, moi je suis logisticien spécialisé en aéronautique, et juste pour suivre ou compléter la question de la personne ici, dans la supply chain, vous avez beaucoup évoqué tout ce qui était en amont jusqu'à la production du produit neuf. Ensuite, un moteur a une durée de vie, doit être descendu de l'avion régulièrement, etc. Je pense que c'était plutôt sur ce qu'on appelle la reverse logistique que la question a été posée. Comment vous gérez au niveau mondial, puisque vous avez des clients sur les 5 continents, comment vous gérez la logistique des retours de réacteurs, les endroits où vous faites la maintenance, les checks particuliers, comment vous coopérez avec les OEM qui ont des composants, enfin comment, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, la supply chain, c'est devenu une science, hein, c'est plus bouger. Oui, et puis pour aller dans votre sens. Des fois, même si on est dans de la partie, on est admiratif parce que, je veux dire, vous prenez un LEAP, c'est plus de 3500 références. Je ne parle pas du nombre de pièces. Ce sont des pièces produites au micron près de par le monde. Et à un moment, chaque producteur, là où il se trouve, envoie les pièces qui convergent. Soit à Villaroche, soit à Cincinnati, on assemble le moteur, on met du fuel et ça marche, quoi. Donc c'est assez remarquable ce que l'ensemble des acteurs réussit à accomplir. Alors juste pour revenir à votre question, juste pour illustrer avec des exemples très concrets. Par exemple, il y a maintenant pratiquement 20 ans, on a commencé à faire des pièces simples en Chine. Puis on a nous-mêmes investi
en construisant une usine là-bas. Et donc cette usine faisait une partie de la gamme pour produire ces pièces. Et puis cette usine a appris et on l'a aidé à apprendre. Donc on a pu rajouter de la valeur ajoutée. Et puis est arrivé un moment où on s'est dit, mais finalement il y a d'autres pièces que celles qui sont produites dans cette usine, qui sont produites dans la région, en Chine ou dans la région. Et donc on est passé au stade d'après, qui a été de transformer cette usine non seulement en usine de production des pièces qu'on lui a attribuées, mais aussi en agrégateur des pièces produites dans la région. Et puis pour là, récemment, on est passé au dernier stade, qui consistait à faire du module. En gros, maintenant, cette usine également monte des turbines du CFM56. Et donc, du coup, pour parler du schéma logistique et transport, au lieu de ramener sur Villaroche ou sur Cincinnati, enfin sur Villaroche en l'occurrence quand je parle de la turbine, au lieu de ramener l'ensemble des pièces qui viennent d'Asie, on ne ramène qu'un module. Et donc, ça simplifie énormément les contraintes logistiques. Après, sur la partie maintenance, les enjeux sont différents, puisqu'on a des centres de maintenance répartis dans le monde qui, en gros, désossent le moteur et en fonction des pièces qui sont à réparer ou à changer, là, on a des circuits logistiques ad hoc, soit pour distribuer les pièces de rechange, soit pour acheminer les pièces en réparation chez les gens qui vont les réparer. Alors, l'impact de la maintenance dans la supply chain et chez les fournisseurs, sur les équipementiers, effectivement, ça introduit une complexité supplémentaire. Vous avez tout ce qui est maintenance prédictive, sur lequel, en fait, il y a les volumes, c'est dans les forecasts, et donc vous les voyez même pas, parce que c'est appelé par les mêmes clients, et donc vous voyez pas la différence entre une pièce de première monte ou une pièce de maintenance. Et puis ensuite, il peut y avoir des perturbations qui sont apportées dans les volumes appelés par la maintenance. Et alors là, ça vous crée des sautes de production. Et ça à gérer, c'est ça qui est compliqué. Parce que vous voyez des pièces qui sont appelées une certaine quantité, tout à coup ça double ou ça triple, pour ensuite retomber derrière. Et donc pour adapter votre outil de production, c'est excessivement complexe. Et c'est là où, à prédire, c'est pas possible. Et il faut garder donc la flexibilité dans votre outil pour assurer des taux de service derrière qui soient corrects. Donc vous êtes obligé de maintenir une capacité supplémentaire. Vous êtes obligé de maintenir, nous ce qu'on a fait, ce sont des lignes de fast track, donc des lignes de dépannage qui permettent de pouvoir produire dans des délais courts des quantités qui soient adaptées à ces problématiques de maintenance. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que la supply chain s'est adaptée. Est-ce que vous êtes concerné par des situations AOG, des clients en compagnie aérienne, et qui nécessitent une infrastructure, une disponibilité 24/24? Alors là, c'est AOG, peut-être qu'il faudrait dire ce que c'est. Aircraft on ground, l'avion, ça gagne de l'argent quand c'est dans l'air. Voilà. Donc vous avez un avion arrêté à Ouagadougou, il faut le livrer dans un délai extrêmement court. Là, si vous voulez, quand nous on a des délais de production derrière avec des approvisionnements matières, etc., qui sont en semaines. Et dans un circuit classique de production, c'est plusieurs dizaines de semaines. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout compatible. Donc pour ça, il y a des distributeurs spécialisés qui maintiennent des stocks et qui sont capables, eux, de pouvoir gérer et de faire face à ces demandes-là. Ensuite, nous, je voulais dire, on est capable de faire face à des urgences et accélérer les délais sur des programmes très spécifiques, sur des demandes très spécifiques. Et je dirais que pour l'AOG, pour répondre à la question précise, en fait, ce sont des distributeurs spécifiques parce que ça demande une logistique spécifique. Et donc, en plus de ça, on les ségrègue volontairement parce que sinon, ça ne serait qu'un facteur perturbant au reste de la supply chain. Autre question, monsieur? Vincent Espy, je suis consultant aéronautique chez PwC. Une question pour vous, monsieur Banga. Est-ce que vous considérez le double sourcing, donc deux fournisseurs certifiés produisant la même
partent, comme un levier pour absorber le ramp-up. Oui, je confirme. Et pour illustrer le propos, en fait, sur le LEAP, on a décidé d'avoir une politique de double sourcing systématique, ce qui n'était pas le cas pour le CFM. Tout à fait. Mais par contre, il y a les coûts d'un côté, mais il y a les gains de l'autre. Et en termes de capacité additionnelle, en termes de risk management et en termes de flexibilité, les coûts de certif d'un deuxième fournisseur sont absorbés rapidement. Il faut se remettre dans le contexte du LEAP. Vu les quantités, et sachant que c'est un programme, vu comment il est positionné, qui va porter toute la filière pendant les 20-30 ans à venir, donc je veux dire, il n'y a pas de risque en termes d'investir dans une double source. Sur un programme qui démarrait, où on ne serait pas sûr des quantités, sur des volumes faibles et tout ça, là ça peut être problématique. Mais sur des programmes comme le CFM 56, bon, à l'époque, c'était pas la politique, pour d'autres raisons, et aussi parce que le ramp-up du CFM 56 a mis plusieurs décennies à atteindre les niveaux actuels. Mais sur le LEAP, sachant qu'on doit atteindre ces niveaux en quelques années, le double sourcing est mandatory, comme on dit en anglais. Oui, je voudrais simplement confirmer du point de vue de l'équipementier. Effectivement, la mise en place d'un double sourcing quand vous partez sur un programme neuf avec des quantités formidables, là, je pense qu'effectivement, c'est même un facteur de fragilisation. Vous avez très très peu d'acteurs qui sont capables de pouvoir répondre aux besoins du LEAP sur une période aussi courte. Donc d'être deux, ça va permettre, généralement la répartition, c'est un tiers, deux tiers. Donc vous avez un fournisseur leader et puis un fournisseur, mais même avec un tiers des volumes, vous arrivez déjà à vous organiser correctement et donc vous arrivez quasiment à l'asymptote en termes d'optimisation du coût. Vous arrivez à amortir tous vos coûts fixes. Par contre, le double sourcing sur un programme existant, même s'il y a un peu de ramp-up, etc., là c'est catastrophique parce que le fournisseur qui s'est fait double sourcer, qui était en position unique, il va perdre un tiers de ses volumes, il amortit plus ses coûts fixes. Et là, vous avez un problème de coût en finale du programme, parce que le fournisseur, il ne peut pas rester avec un programme qui devient à perte. Donc, dans la problématique du LEAP, du point de vue des équipementiers, on a parfaitement répondu à cette logique-là, et on était tout à fait d'accord et en ligne avec la stratégie du client final. Ça répond à votre question. Oui. Je pensais que le CFM 56 avait quand même en partie du double sourcing, mais... Oui, bien sûr. Le CFM 56 a du double sourcing, mais en fait, on est sur un régime mixte, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de chaque référence, on décide si on double source ou pas, alors que sur le LEAP, on est parti sur un double sourcing systématique. Et même sur des composants à très forte valeur ajoutée, par exemple les aubes en composite carbone pour le fan, que l'on fait sur le LEAP, on a monté une usine aux États-Unis, et puis on a fait la réplique de cette usine à Commercy, parce que même en interne, on est dans cette logique de double sourcing. Autre question ? Yann Drock, je suis analyste financier chez Odo. J'avais une question pour savoir comment vous gériez pratiquement la spécificité de la supply chain aéronautique où on descend assez rapidement avec des fournisseurs de très petite taille qui ont assez régulièrement des problématiques de financement et qui peuvent perturber totalement la chaîne. Comme vous avez mentionné qu'il y avait très peu de stock de précaution. Dans cette phase d'accélération des cadences, comment pratiquement vous essayez de limiter ce risque-là ? Bon, je répète, la supply chain est solide. Après, effectivement, dans des produits propriétaires très très spécifiques, on peut avoir des sociétés de petite taille. Mais c'est pas parce qu'elles sont des petites tailles, elles ont des niches d'activité, elles peuvent être excellentes. Après, aujourd'hui, les sujets de financement
que la supply chain a dû faire face dans les périodes un peu plus critiques, je pense principalement en 2010-2011, n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez tous les banquiers qui font la queue pour prêter aux sociétés de l'aéronautique, il n'y a aucun problème. Vous avez la BPI qui vient en appui, vous avez ACE Management, vous avez les problématiques d'equity, les problématiques de fonds propres, qui sont déjà pris en compte, et les problématiques de financement long terme mais aujourd'hui il y a du financement long terme disponible, et même pour des équipementiers d'une taille moyenne, je parle de l'ICI Aerospace, on est 50e équipementier mondial, avec une taille qui est inférieure à 1 milliard d'euros dans l'aéronautique. Donc on n'est pas dans le monde automobile. La course à la taille n'est pas non plus quelque chose d'absolument nécessaire. Il y a une taille critique, mais qui dépend beaucoup des métiers. Voilà. Et c'est pas parce qu'une société est de petite taille qu'elle n'est pas performante. Il y a une décorrélation entre la taille et la performance. Et je voudrais rajouter un point. Vous parliez des financements, mais c'est aussi une problématique d'être prêt à temps au bon niveau de maturité. Et on a, par exemple, à notre niveau, on a été très tôt conscient de cette problématique. Donc tous les efforts que l'on fait en termes d'industrialisation et toutes les innovations qu'on fait en termes d'industrialisation et aussi de readiness, comme on appelle dans notre jargon, par rapport à l'entrée en service, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé une équipe dédiée en sureffectif par rapport à l'équipe, on va dire, supply chain interne de Snecma et de GE, pour que cette équipe soit en appui de nos fournisseurs, en particulier des plus petits, pour leur amener finalement toute une partie de notre savoir-faire et pour les aider à tester la maturité de leur propre process pour qu'on soit tous prêts à temps. Donc nous-mêmes, de notre côté, on investit en ressources, en transfert de savoir-faire pour être sûr que l'ensemble de la supply chain est au bon niveau de maturité. À nouveau, une petite question de monsieur. C'est plus pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Ce genre d'initiative, vous le faites avec vos fournisseurs de rang 1 ou vous allez plus loin ? Non, on le fait avec pas tous nos fournisseurs, mais quasiment tous nos fournisseurs. Non, mais même au rang 2, je veux dire. C'est-à-dire, alors après ça, c'est un dialogue entre le fournisseur de rang 1 et les fournisseurs de rang 2. Mais ce qui est sûr, c'est que le transfert d'un certain nombre de méthodologies, actuellement, on est dans une démarche où on veut que ça se décline à l'ensemble de nos fournisseurs. Parce que, encore une fois, je veux dire, vous prenez l'exemple, pour ne pas citer un de nos clients préférés qui est Boeing, mais vous prenez l'exemple de la mise en service du 787. C'est pas sur les gros tronçons composites qu'il y a eu un problème. C'est sur un équipement qui était un équipement finalement relativement petit par rapport à l'ensemble du programme. Et donc ça montre bien que par rapport à une mise en service comme celle-là d'un produit complètement nouveau, avec les ramp-up dont on parle, et par rapport auquel il ne sera pas possible de bricoler, je veux dire, si l'ensemble de la supply chain n'a pas le rendement attendu et donc la maturité attendue, ça sera impossible de sortir les quantités. Donc, et là, dans ce cas-là, il n'y a plus de question de rang 1, de rang 2 ou de rang 3. Tout le monde doit être au bon niveau de maturité. Autre question ? J'en aurais quand même une petite sur le dollar, qui est revenu presque au même niveau que l'euro, enfin qui est en tout cas moins faible qu'il n'a été. Est-ce que ça va changer un peu quelque chose dans le choix des zones d'implantation ? Oui, alors sur le dollar, ça fait 8 mois qu'on est revenu à des zones un peu plus respirables. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Et on est dans des programmes qui sont très longs. On a des retours sur les investissements avec des paybacks sur un programme comme sur le LEAP qui sont de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc vous voyez qu'il y a des vrais enjeux.
Et quand on regarde le dollar moyen sur les 10 ans, on est plutôt aux alentours de 1,25. Et aujourd'hui, un équipementier qui raisonnerait sur un dollar comme il a été au mieux peut-être à 1,08 ou 1,06, c'est presque suicidaire. Donc il faut raison garder et il faut regarder comment ça avait évolué. En tous les cas, le raisonnement classique, c'est de dire je vais chercher un hedging naturel et donc d'avoir des coûts dollars lorsque j'ai une facturation dollar. C'est, je pense, une stratégie qui est la plus sûre pour un équipementier. Donc, on va rechercher la dollarisation. On le trouve dans notre propre organisation de fournisseurs, on le trouve dans la matière première. Et ensuite, on va chercher également des coûts en dollars ou des coûts dans des zones low cost qui donnent lieu à des opérations, effectivement, de création de capacité dans des zones qui permettent de trouver à la fois des compétences, à la fois des coûts et également un aspect dollar. Mais on ne peut pas bâtir une stratégie long terme sur le niveau du dollar d'aujourd'hui. On a besoin d'avoir un peu plus de recul, de connaître un peu plus les évolutions possibles. Et en tous les cas, on sait que c'est la monnaie aujourd'hui de l'aéronautique. On est obligé de faire avec et de s'organiser en conséquence. Alors effectivement, là, la taille du sous-traitant est un élément clé puisque ça doit lui permettre de pouvoir monter d'une manière plus facile et plus aisée des capacités. C'est jamais une expérience très facile. Beaucoup de sociétés ont connu des aventures diverses et variées. Donc effectivement, la taille là permet de pouvoir étaler un peu plus et d'organiser son réseau mondialement. Alors, après, j'ai parlé donc de compétences, et les compétences, vous ne les trouvez pas partout. Et donc de partir sur des usines existantes, on regarde à 2 fois, à 3 fois, avant de les bouger. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver localement, à partir du noyau d'origine, dans un environnement encore plus compétitif, on va robotiser, on va faire des bons plans de déploiement de ligne manufacturing, d'organisation, d'équipements les plus performants, et c'est là que vous trouvez une réponse à l'effet dollar. Merci. Et juste oui. pour ajouter un partage d'expérience, il y a 10 ans, on a mis des activités en zone dollar, comme on appelle, pour justement des problématiques dollars. Mais en travaillant avec ces usines, on s'est rendu compte que leur marge de progression et leur potentiel de progression étaient particulièrement intéressants. Et on arrive aujourd'hui à avoir un certain nombre d'usines, justement, comme on parle de la globalisation de la supply chain, réparties de par le monde, en zone dollar, qui sont particulièrement performantes. Et finalement, la variation du dollar actuel, enfin dans le passé récent, n'est qu'un facteur de performance parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, il n'affecte en aucune manière les investissements que l'on avait décidés à l'époque. Et je dirais même plus, ce que l'on fait actuellement avec un certain nombre de nos fournisseurs, c'est là aussi un transfert de savoir-faire pour que eux soient en capacité d'ouvrir des usines dans ces zones-là, tout en bénéficiant de tout le parcours d'acquisition d'expérience que l'on a eu, parce que je veux dire, on n'ouvre pas une usine au milieu de la Chine comme on ouvre une usine dans le Creusot, et ça demande de gérer un certain nombre de spécificités. Ce savoir-faire, on l'a acquis, on le maîtrise bien, et à présent, on le met à disposition de certains fournisseurs pour qu'ils fassent la même démarche. Ok. D'autres, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? On a encore 5 minutes, donc profitez-en. Monsieur ? François Lamy, Philimage. J'ai une question. La Chine arrive à des niveaux de salaire qui sont quasiment comparables à ce qui se fait en Europe centrale et peut-être même en Europe occidentale. Est-ce que ça ne va pas vous incapaciter au niveau des pièces, de la facture des pièces ? Pourquoi les faire en Chine ? Vous avez le transport en plus, quoi. Alors, justement, ça c'est un vrai sujet et c'est valable pas seulement pour la Chine, c'est valable pour tout. Donc nous on opère dans 18 pays.
Et à chaque fois, j'ai vu le même mouvement. On est allé en Turquie, par exemple. On était à Turquie en 2001. On a repris une petite usine qui était une usine de Lockheed Martin. Donc après le 11 septembre, autant vous dire qu'ils voulaient surtout s'en débarrasser. Donc on a récupéré cette usine. Il y avait une voiture dans la cour. C'était la voiture du patron, voilà, qui était une grosse Jeep américaine. Aujourd'hui, dans la même usine, il y a le parking, il y a 450 voitures. Et on était sur un coût de $2. Aujourd'hui, on doit être à 11, 12, 13 dollars de l'heure, en coût de revient complet. Et l'usine, aujourd'hui, elle est beaucoup plus productive, elle produit beaucoup moins cher que ce qu'elle produisait à l'époque. Donc, on apporte systématiquement de la productivité. Et vous avez la courbe de productivité qui monte au fur et à mesure que la courbe des salaires monte. Et ça, c'est automatique et c'est valable partout. Donc, c'est valable pour la Chine. Mais aujourd'hui, en Chine, vous devez avoir des usines qui soient automatisées, robotisées, avec les derniers équipements. Et c'est plus des petites Chinoises qui travaillent à la main. Voilà. Donc, on trouve toujours à évoluer. Et regardez, pourquoi est-ce que Safran est allé s'établir à Commercy? Pourquoi là, moi, je suis engagé dans plusieurs grands projets de construction d'usines en France. C'est parce qu'on a de la main-d'œuvre qui est certes chère, mais par contre très impliquée, de qualité, qui est loyale et qui produit des produits de très très grande technicité que je ne serais pas capable de produire ailleurs et dans des bonnes conditions financières. Donc il y a toujours une réponse et il ne faut pas aller chercher, et l'aéronautique en plus est très très mal placée pour ça, d'aller chercher que du coût. Vous allez chercher les facteurs coût, qualité et bien entendu et de la capacité. Voilà, la capacité c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas plus en France? C'est parce qu'on n'arrive pas à recruter. Voilà, donc c'est très simple. En Turquie, je parlais, vous trouvez de la main-d'œuvre extrêmement bien qualifiée. Vous mettez un jeune ingénieur débutant derrière une machine à commande numérique. Il va passer 3 ans derrière sa machine à commande numérique. Il va faire du super bon boulot. Ensuite, il va prendre un poste aux méthodes, etc. Et puis, il va devenir patron de la fabrication au bout de 7 ou 8 ans. Mais il n'empêche qu'il va commencer comme étant derrière une machine. Donc, vous recrutez une main-d'œuvre de très très haute technicité, bien meilleure qu'en France. En France, vous allez prendre un gars qui a un CAP de charcutier et vous allez en faire un opérateur au bout de 18 mois de formation. Et c'est vous qui la prenez en charge. Et encore, il faut que le gars reste, soit motivé. Ce qui n'est pas du tout évident. Donc on n'arrive pas à recruter. Ça, c'est un autre sujet, effectivement, la difficulté de recrutement dans l'aéronautique. Est-ce qu'il y a... En fait, nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Je vous remercie. Donc, je note que la supply chain est détendue et qu'elle est prête à faire face à l'augmentation des cadences. Voilà, et solide. Le message est bien passé. Voilà. Merci beaucoup.